Donc j'ai passé la parole à Stéphane Reylo, qui est directeur de l'association Regain qui se situe à Agen, c'est ça, c'est bien ça, et au docteur Jacques Angotti, qui est médecin coordinateur de cette même association. Et le titre de leur intervention, c'est les plateformes territoriales d'appui, reliance entre professionnels et usagers. Bonjour à tous, je tiens à mon tour à remercier toutes les équipes qui ont contribué à l'organisation de ce congrès et tout particulièrement à remercier M. Darnaud pour son invitation. M. le Dr Angotti et moi-même allons présenter notre intervention, donc plateforme territoriale d'appui, reliance entre professionnels et usagers, donc elle va se dérouler en 2 temps. Je vais essayer de présenter succinctement les plateformes territoriales d'appui ou les PTA, de l'acronyme dans le paysage de la gérontologie. Et M. Angotti précisera plus particulièrement en quoi ces plateformes territoriales d'appui peuvent favoriser donc la reliance entre les professionnels et les usagers. J'espère que les slides seront toutes les slides seront visibles par tout le monde, parce qu'il y a pas mal de schémas, mais j'essaierai d'être le plus clair possible. Donc d'abord le cadre juridique, donc les plateformes territoriales d'appui sont nées de la loi de modernisation du système santé qui, dans son article 74, décrit des fonctions d'appui à la prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes. Je pense qu'ici il y a des mayas, peut-être se reconnaître un petit peu dans cette définition, sont organisés en soutien des professionnels de santé sociaux et médico-sociaux, en concertation avec les représentants des professionnels et des usagers. Donc il est bien précisé en bas, j'y reviendrai, donc les PTA ne se substituent pas aux professionnels et aux dispositifs existants, mais agissent dans une logique de subsidiarité. Donc ça c'est quelque chose de très important. On nous demande notamment de nous appuyer sur les évaluations qui sont réalisées par les autres partenaires du terrain. Donc pour mieux comprendre le champ d'intervention, ça commence, je ne sais pas si c'est bien visible, pour comprendre un petit peu l'environnement dans lequel agissent les PTA, vous voyez déjà le rond orange PTA, donc c'est pas un nouveau service, ce qui est important quand même. C'est une organisation qui regroupe des dispositifs de coordination existants qui intervenaient dans le domaine de la gérontologie. Monsieur Gaucher ce matin est intervenu à juste titre pour décrire un petit peu comment s'est construit la coordination gérontologique avec une succession de dispositifs que dans notre département on décrit comme millefeuille, couche de lasagne, donc c'est certes appétissant mais c'est souvent une connotation assez péjorative. Et pour une fois, j'aurais tendance à dire, et je me permettrai de le dire, je trouve qu'il y a plus de cohérence dans la construction, puisqu'au lieu de créer un nouveau dispositif supplémentaire, c'est une organisation qui va regrouper déjà les dispositifs existants. Donc on voit, on retrouve CLIC, les réseaux, les mayas, et on a même, en tout cas pour ce qui concerne le Lot-et-Garonne, ça a été une volonté de la part de l'Agence régionale de santé d'intégrer donc le DAPTP, de l'acronyme, on a l'habitude, donc dispositif d'appui à la coordination, à l'éducation thérapeutique du patient. Donc vous verrez que c'est le premier pas qu'on a franchi vers un autre public cible, c'est-à-dire avant la gérontologie, sur les personnes de moins de 60 ans. Alors, vous voyez un petit peu à travers cette pyramide les difficultés auxquelles les équipes sont confrontées tous les jours. Pour précision, Regain abrite notamment 3 clics, un réseau de santé, 2 mayas. La PTA Lot-et-Garonne regroupe 9 services et c'est vrai que chaque situation est différente et on est confronté à des personnes qui peuvent être en bonne santé, des personnes qui peuvent avoir une maladie chronique à faible risque ou des cas complexes, voire même des cas très complexes. Donc les plateformes territoriales d'appui ont rajouté la notion de très complexe, peut-être pour se différencier un petit peu de dispositif Maya, mais c'est vrai qu'à ce jour il est assez difficile et je pense que si on faisait un petit peu un tour de l'assistance, je pense que chacun aurait peut-être sa définition de la notion de complexité. Elle est assez difficile, en tout cas, à trouver une définition assez consensuelle. Mais par rapport à ça, si vous voulez, l'avantage de la plateforme territoriale d'appui et à travers la lecture de cette pyramide, vous pouvez vous imaginer les difficultés auxquelles vous, professionnels, vous étiez confrontés
et encore plus les familles et leur entourage, à essayer de choisir le bon interlocuteur en fonction de la situation, en fonction de leurs problématiques, parce que chaque dispositif de coordination que je vous ai présenté tout à l'heure se différencie en fonction de la complexité, le niveau de complexité et l'intensité de suivi. Donc c'était quand même quelque chose d'assez complexe, on peut dire également, et plateforme territoriale d'appui gagne à apporter plus de lisibilité. Donc comme je l'ai dit, PTA, c'est un appui aux professionnels en situation complexe, et vous voyez en haut en vert, sans distinction d'âge, ou de pathologie, ou de handicap. Donc ça c'est quelque chose de nouveau, puisqu'à la base ils se sont basés sur des structures gérontologiques, et on nous a demandé progressivement de nous ouvrir vers d'autres publics. Donc les missions SOC, il y en a 3. Donc la première qui est l'information, l'orientation des professionnels, des patients et de leur entourage. J'ai essayé de mettre quelques exemples assez brefs. L'orientation des demandes vers les ressources du territoire les plus adaptées. Donc ça c'est vrai que ceux qui connaissent un petit peu les clics, c'est une mission qu'on peut retrouver sur ce type de dispositif également. L'appui dans les démarches administratives et tout ce qui est communication, sensibilisation de différents dispositifs. La mission 2, l'appui à l'organisation des parcours complexes. On peut distinguer 3 types de catégories. Tout d'abord le repérage et l'évaluation. L'évaluation sanitaire et sociale de la situation du patient. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc dans la majorité des situations, une évaluation est réalisée au domicile. Et dans certaines situations, il est demandé, si la situation est déjà connue par d'autres professionnels, de prendre contact avec ces professionnels au moins pour recueillir le maximum d'informations. L'appui au parcours du patient, donc appui à la concertation pluriprofessionnelle, planification et coordination des interventions, suivi de PPS. Donc là également, on parle de PPS au niveau des PTA, puisqu'on nous a demandé d'harmoniser les outils. On avait des plans d'aide au niveau des clics, on avait des PSI au niveau des dispositifs Maya, des PPS au niveau des réseaux, des PPS au niveau des PRK qui sont différents des PPS réseau. Ça va. Mais là, si vous voulez, l'objectif de la PTA par rapport à la lisibilité, c'était l'harmonisation des outils et des pratiques. Et donc là, on part de PPS, même pour les gestionnaires de cas, qui vont faire un PSI qui va engendrer une synthèse PPS. Ensuite, il y a l'appui à l'entrée et aux sorties d'établissement. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau pour les équipes, puisqu'on intervenait plutôt, on va dire, en aval. Sur les sorties d'hospitalisation, on pouvait nous solliciter pour prendre le relais. Là, dans le cadre des PTA, on nous demande d'être en appui des professionnels pour faciliter les entrées en hospitalisation. Donc on entend bien les hospitalisations programmées, parce que sur l'hospitalisation d'urgence, c'est plus compliqué, mais sur l'hospitalisation programmée, je donne un exemple. On peut être sollicité par un médecin qui va nous dire, voilà, mon patient a un rendez-vous vendredi en oncologie, est-ce que vous pouvez vous assurer que son transport est bien organisé, qu'il se souvient de venir avec quelques examens à l'hôpital, de prévenir tous les intervenants du domicile pour leur dire qu'il va être hospitalisé quelques jours et faire aussi le lien avec les services hospitaliers et inversement à son retour. Donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas dans notre champ d'intervention, puisqu'on était plutôt sur l'aval. Et la troisième, donc, c'est le soutien aux pratiques et aux initiatives professionnelles, donc diffusion d'outils partagés, appui à l'élaboration, diffusion de protocoles et tout ce qui est programme d'éducation thérapeutique du patient. Donc là, c'est une mission qui est portée, en tout cas en ce qui concerne le Lot-et-Garonne, parce que ça, c'est un choix de chaque département. On a confié cette mission aux pilotes. Donc les pilotes du dispositif Maya, on en a 3 sur le département, donc 3 territoires de proximité. Ils sont, tels qu'on les décrit, donc des animateurs des équipes de proximité sur leur territoire. Et à ce titre-là, sont chargés de l'animation territoriale. J'ai fini avec ce schéma. Donc les PTA, c'est une stratégie régionale, donc c'est vrai que je ne sais pas ici où en est la réflexion, mais en tout cas sur la Nouvelle-Aquitaine, il y avait la nécessité d'offrir un dispositif d'accès simple
et lisible, à la fois pour les professionnels et les patients. Donc à titre d'exemple, nous ça a nécessité le déménagement de 2 associations, parce que Regain porte 7 des 9 services concernés par la PTA, mais il y a 2 associations qui ont déménagé pour nous rejoindre sur un site, et on est passé de 9 numéros de téléphone à 1 numéro de téléphone qui est même régional, avec les avantages et les inconvénients que ça peut représenter, mais au moins on peut dire que le numéro a vocation à être généralisé sur l'ensemble du territoire. Un outil de coordination unique, nous disposons également d'un outil informatique qui est l'outil PACO. Alors, je ne sais pas si certains en ont entendu parler de l'outil PACO, qui est un outil à la base, qui a été un outil de partage d'informations qui permet à un instant T de pouvoir échanger avec une multitude de professionnels, qui a été un petit peu dévié de sa fonction d'origine, puisque de nombreux utilisateurs, et nous les premiers, l'utilisons comme logiciel métier, qui a l'avantage d'être un logiciel de parcours, et on arrête un petit peu de cloisonner les personnes, puisqu'avant on avait un logiciel pour le clic, un logiciel pour le réseau, un logiciel pour la gestion de cas, qui faisait que la même personne pouvait se retrouver dans trois logiciels, et on n'était du coup pas dans une logique de parcours. Charte graphique unique, également la volonté de l'Agence régionale de santé a été de mettre en place un kit de communication. Donc, quel que soit le département où vous irez en Nouvelle-Aquitaine, lorsque toutes les PTA seront déployées, il y en a 5 actuellement, 5 ou 6 je crois même, vous verrez les mêmes outils de communication, personnalisés bien entendu par territoire, mais les messages sont les mêmes. Il y a eu un film d'animation, il y a un site internet, voilà. Tout ce type de dispositif est commun à l'ensemble des professionnels. Donc voilà, on voit donc une équipe de coordination, donc ce qu'on appelle, pour constituer une PTA, il y a un opérateur et des composantes, un Regain et opérateur, et les 2 autres associations sont composantes. Donc j'ai expliqué un petit peu la notion de composantes. Les composantes, ce sont les structures qui participent ou qui aident l'opérateur à réaliser l'ensemble des missions de la PTA sur un territoire. Une seule structure n'est peut-être pas dans la possibilité d'accomplir toutes les missions demandées par le cahier des charges des PTA. Donc dès lors qu'il y a plusieurs structures qui contribuent à cette notion d'opérateur et de composante. Donc on a des équipes de proximité, comme je l'ai dit, 3 équipes de proximité. Le Lot-et-Garonne est un petit département rural composé en 3 territoires, ce qui est facilitant, je l'entends. Et donc un pilotage départemental à 2 niveaux. Donc nous avons déjà une instance de pilotage départemental qui regroupe les 3 associations parties prenantes de la PTA 47. Et nous avons fait évoluer la table stratégique Maya en table stratégique PTA. Ensuite, par rapport à l'évolution de la PTA, donc vous voyez, c'est quelque chose qui a été mis en place, du moins la loi est de 2016, officieusement, on va dire, on était PTA en juin 2016, puis officiellement avant l'été 2017. Mais pour le moment, nous avions souhaité, avec l'accord de l'Agence régionale de santé, d'ouvrir progressivement aux maladies chroniques. Parce qu'on n'ouvre pas du jour au lendemain, sachant que les compétences, les ressources que nous avions et que nous avons au sein de la structure avaient été recrutées en fonction des dispositifs gérontologiques, donc plus avec des formations axées autour de l'accompagnement de la personne de plus de 60 ans. Donc les étapes, c'est monter en compétence des collaborateurs sur les maladies chroniques. On a également des prises de contact avec de nouveaux interlocuteurs. Donc, même si on a pu voir sur un département voisin que 80% des personnes auront quand même plus de 60 ans, il y en a quand même 20% qui ne l'auront pas, avec des possibilités d'intervenir avec d'autres types de publics et d'autres ressources à intervenir. Et enfin, donc, pour répondre à cette exigence, on ne parle pas encore de l'ouverture au handicap, j'espère que ce sera le plus tardivement possible. En tout cas pour les équipes et au niveau d'adaptation. Donc le calendrier qui est le nôtre pour le Lot-et-Garonne, donc c'est le cancer en septembre, suivi ensuite du diabète et après maladies cardio et neurovasculaires, puis tout ce qui est sclérose en plaques et autres pathologies. Voilà un petit peu le parcours et
l'explication de la PTA qui feront certainement réagir les collègues des Mayas tout à l'heure. Mais je vais laisser la parole à M. Ngouti qui va vous parler de la reliance. Merci. Bonjour à tous et merci. Merci aux organisateurs du colloque, merci à M. Darnaud de nous avoir invités. Effectivement, pour parler de cette nouvelle structure, qui n'ont pas, comme le disait M. Raylo, une couche de plus, mais le paquet cadeau, si je peux dire, qui englobe tout le reste. Donc, il m'était demandé de parler, et j'en suis responsable, de la reliance, parce que j'ai mis ce titre en me disant, ouais, c'est joli, c'est beau, mais en fait, je ne savais pas trop ce que ça regroupait. Et donc, il a fallu me faire travailler un petit peu sur cette notion de reliance. Et je me suis aperçu en fait que c'était un terme qui était vraiment approprié, et peut-être encore plus que le mot lien qu'on utilise très souvent dans ce cadre-là. Pour faire un peu l'historique de la reliance, on commence à voir apparaître ce mot dans les années 50 à peu près, par des chercheurs, qui sont souvent des chercheurs belges, et qui utilisaient ce mot de reliance surtout dans le cadre de la presse et des médias. Dans les années 60, un autre Belge, M. Roger Clos, qui lui était psychologue, sociologue et journaliste, a repris ce terme pour indiquer un besoin plutôt psychosocial, un besoin d'information, de reliance par rapport à l'isolement. En fait, le besoin de reliance était dans son esprit une facette du besoin d'appartenance sociale, c'est-à-dire d'appartenance à une communauté. Donc les médias, le journal encore, en particulier, avait entre autres cette fonction de reliance sociale. Donc par rapport à l'isolement, les premiers chercheurs, Clos aussi, ont utilisé les médias et le journal comme lien social et de reliance. La reliance sociale, précisait-il, contribue à la rupture de l'isolement, à la recherche de liens fonctionnels, à une communion humaine. En fait, ce terme de reliance a été repris et vraiment réélaboré à la fin des années 70 par encore un Belge, Marcel Boldebal, et ce, à partir d'une sociologie des médias. Et donc, à la notion de connexion, la reliance va ajouter le sens, la finalité et l'insertion dans un système. Pour Marcel Boldebal, la reliance, c'est cette aspiration à reconstruire l'autre dans sa différence et sa personnalité, avec ses désirs, ses peurs, ses intérêts, aspiration à se rencontrer, à échanger avec lui, à être reconnu par lui, à vaincre l'angoisse de la séparation et affronter celle de la rencontre. Donc déjà, ces 4 ou 5 lignes permettraient de travailler pendant 4 heures, et on va tout se passer, ce sera plus simple. Et la reliance suppose l'existence préalable d'une déliance, et celle-ci, un état de prédéliance qui qualifie le phénomène de liance. Alors, il y a beaucoup de liance, je suis désolé, et c'est vrai qu'au début, ça m'a un petit peu agacé, et en fait, je me suis aperçu que, et je l'expliquerai peut-être tout à l'heure, c'est que quand on travaille dans le cadre de PTA, on a affaire sur l'isolement, on a affaire à des gens qui ont été liés à un certain nombre de leur vie, et ensuite il y a eu un phénomène de déliance, que ce soit par rapport à la société, par rapport aux socioprofessionnels médicaux et paramédicaux, et donc il faut remettre du lien, tout ça, d'où la reliance. Donc tous ces mots en liance, en fait, qui sont un peu agaçants, prennent quand même un certain sens. Marcel Boldebal va donner en fait à la reliance une double signification conceptuelle. C'est un peu comme le stress, où c'est l'agent stressant et le phénomène qui en découle. Pour lui, la reliance, c'est d'abord l'acte de relier, ou de se relier. C'est la reliance agie, celle qui est réalisée, c'est-à-dire l'acte lui-même de reliance. Et c'est, deuxièmement, le résultat de cet acte, c'est-à-dire la reliance vécue, l'état de reliance. Alors, dans ce cadre de reliance, Marcel Boldebal va définir plusieurs sous-types, dont je vous ai pris certains. La reliance entre une personne et des éléments naturels, c'est la reliance cosmique, on va passer très vite là-dessus. La reliance entre une personne et l'espèce humaine, c'est la reliance ontologique. C'est aussi la reliance entre une personne et les différentes instances de sa personnalité, c'est la reliance psychologique, mais là, je pense que psychiatres et psychologues sont beaucoup plus à même que moi d'en parler. Et enfin, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la reliance entre une personne et un autre acteur social, et là, c'est la reliance sociale, par définition. En ce qui concerne plus spécifiquement la reliance sociale,
donc Marcel Boldeval, la définit comme la création de liens entre des acteurs sociaux séparés, dont l'un au moins est une personne. Et il précise, fait très important, et là aussi dans le cadre des PTA, ça va prendre tout son sens, c'est que pour qu'il y ait acte de reliance, d'accord, pas de problème, on va y arriver. Dans l'acte de reliance, il implique toujours, pardon, une notion de médiation, de médiateur, ou de système médiateur. Dans le cas des PTA, les systèmes médiateurs mis en jeu pour cette médiation peuvent être des instances sociales, des groupes, organisations, associations, institutions, PTA, déterminant et modelant les rapports de reliance. Les PTA peuvent être considérés donc comme médiateurs entre une personne fragile et les professionnels et le monde médico-social. Par définition, on l'a dit, et je le redis, pour qu'il y ait reliance, il faut qu'il y ait eu au préalable déliance et liance. Ou du moins dans le sens inverse, liance et déliance. En effet, dans le cas pour les PTA, les liens entre le patient et les professionnels de la santé, solides du fait d'une confiance réciproque au début, peut par la suite, avec le temps et la pathologie, se dégrader. À l'origine de ces alliances, il peut y avoir une pathologie neuroévolutive, avec, comme vous le savez, le cortège de symptômes délétères, l'anosognosie, l'incompréhension, la dépendance, la désorientation temporo-spatiale, etc. Et la déliance peut aussi toucher certaines personnes atteintes de pathologies chroniques, comme le disait M. Railo tout à l'heure, on va ouvrir donc aux pathologies chroniques. Et la complexité de la pathologie, la lourdeur des traitements, la multitude des intervenants, le manque de temps médical risque d'amener le malade dans un sentiment ou une réalité d'isolement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le dernier bouquin de Philippe Lançon, Le Lambeau. Philippe Lançon est un rescapé de l'attentat de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015. Et il écrit une phrase qui a retenu mon attention dans le cadre des PTA. Rien de ce qui est dit n'est quand vous entrez dans le monde où ce qui est ne peut plus vraiment être dit. Effectivement, aucune parole ne peut rendre compte pleinement de la réalité, de la souffrance et de l'enfermement de la réalité. La maladie chronique est complexe, va engendrer deux mondes de réalités différentes, celui du malade et celui des soignants. Et les PTA vont être là effectivement pour remettre du lien, pour relier ces deux mondes différents. Philippe Lançon parle, lui, de dire et d'être, mais on peut ajouter aussi, peut-être, être entendu, accepté, compris. Parce qu'aucune parole ne peut vraiment, si je le disais, rendre compte pleinement de cette réalité. Pour mettre en place une reliance entre le malade, l'environnement social et le monde professionnel et médico-social, il faut avant tout évaluer la situation, donc M. Raoult vous a parlé de l'évaluation qu'on a déjà aussi parlé ce matin, et des besoins du malade, et recréer dans certains cas, en particulier pour les malades atteints de pathologies neuroévolutives, un lien de confiance. Et ce à quoi s'emploient les coordinatrices et les coordinateurs des PTA. Il faut bien prendre conscience que la confiance ne s'acquiert pas facilement et qu'elle nécessite beaucoup de temps, ce matin ça a été précisé, d'empathie, de connaissance du maillage socio-professionnel, parce qu'il faut savoir quelles sont les ressources différentes du territoire, et un certain professionnalisme que nous avons déjà aussi reconnu ce matin. Pour terminer, ça va aller 5 minutes, c'est bon? Oui, oui. Voilà. Donc pour terminer, je vais faire appel à Edgar Morin, parce que déjà en 1995, il pointait toute l'importance de la reliance. Et il disait, notre civilisation sépare plus qu'elle ne relie. Nous sommes en manque de reliance, et celle-ci est devenue un besoin vital. Elle n'est pas seulement complémentaire à l'individualisme, elle est la réponse aux inquiétudes, incertitudes et angoisses de la vie individuelle. Merci.